Le président Zelensky dit en revanche, en Ukraine même, dans la région de Pokrovsk, la situation est difficile. Et pour que les Ukrainiens le disent, c'est qu'elle doit l'être effectivement. Écoutez d'abord son propos. Un rapport a été rédigé par le commandant en chef. La situation à Pokrovsk et dans d'autres zones de la région de Donetsk est extrêmement difficile. Les principaux efforts russes et un grand nombre de forces y sont concentrés. La stabilité de chacune de nos divisions est très importante aujourd'hui. Nous devons maintenant comprendre que toutes les tensions que nous avons exercées sur la Russie, c'est-à-dire la région de Koursk, signifient qu'elle ne peut pas exercer une pression encore plus forte sur notre région de Donetsk. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a compris qu'il y a ces deux fronts, hein. Oui. Audace très grande des Ukrainiens à l'intérieur de la Russie, mais les Russes qui sont plutôt forts à Pokrovsk. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux zones critiques actuellement dans le Donbass. C'est la région de Toretsk, c'est un peu plus au nord que Pokrovsk, mais surtout, effectivement, face à Pokrovsk, où on pouvait imaginer que les défenses Pokrovsk est entouré de petites villes qui pouvaient constituer une ceinture de défense assez solide. Et on s'aperçoit que cette ceinture, elle est attaquée par les Russes violemment, par la deuxième armée russe, qui s'est emparée d'un certain nombre de positions, qui pousse vers Pokrovsk, effectivement, mais surtout, actuellement, pousse plutôt vers le sud et menace d'encercler notamment 5 brigades qui se trouvent plus au sud et qui sont obligées, en tout cas, de se replier. Et c'est tout un pan de la défense ukrainienne qui va certainement s'écrouler dans les jours qui viennent. Donc, toute la question qui se pose, c'est pourquoi? Est-ce que c'est une vraie défaite pour l'instant des Ukrainiens? Est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire, qui est consenti en se disant bon voilà, on lâche du terrain, on mène une manœuvre, une défense retardatrice, mobile, en essayant de perdre le moins de soldats possible, mais tant pis finalement pour le terrain que l'on perd, et on va s'organiser sur des lignes qui seront peut-être plus solides, ou à Pokrovsk même, ou est-ce que c'est une vraie défaite subie et que les Ukrainiens eux-mêmes sont surpris par l'avance russe? Actuellement, on ne sait pas trop. Mais... Qu'est-ce que ça changera? On voit ici les images des équipes de TF1 qui les ont tournées à Pokrovsk, dans les parties où la Russie a abondamment détruit, l'artillerie comme elle peut le faire. Si Pokrovsk, cette région-là, ce bout de région tombe, qu'est-ce que ça change? Alors, l'objectif russe, très certainement, de s'emparer complètement du Donbass. Le Donbass, c'est deux provinces, Louhansk et Donetsk. La province de Louhansk, elle est déjà entièrement sous le contrôle russe. La province de Donetsk, elle est aux 2/3 sous contrôle russe. Et il manque très concrètement 3 villes. 3 villes que les Russes doivent prendre s'ils veulent considérer, disposer complètement du Donbass. Au nord, c'est Kramatorsk et Sloviansk, et au sud, c'est Pokrovsk. Donc, s'ils prennent Pokrovsk, c'est un objectif stratégique, très clairement, qui sera entre leurs mains, et qui plus est un objectif opérationnel, puisque c'est un nœud de communication. Et en tenant Pokrovsk, vous contrôlez toutes les communications dans la région, notamment au sud du Donbass. Donc, par effet de domino, ça peut faciliter les opérations dans le reste du Donbass. Donc ce serait certainement un coup majeur qui serait porté aux Ukrainiens quand même. On va entendre dans quelques instants quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Pavel, Petr Pavel, le président de la République tchèque. Alors il est militaire, il a combattu aux côtés des Français comme vous, en Yougoslavie, dans l'ancienne Yougoslavie. Et ce soir, il est sans doute parmi les dirigeants occidentaux, qui ont les propos les plus durs contre la Russie. Ça porte beaucoup sur la guerre du ciel. Attardons-nous sur cette guerre du ciel avant de l'entendre. Par exemple, ce que les Ukrainiens ont réussi à Kirov. C'est ce dépôt pétrolier qu'ils ont réussi à toucher à Kirov, donc très loin de la frontière ukrainienne. Voilà ces images. De plus en plus, ils multiplient les coups, ils ouvrent des fronts en réalité. Oui, ils multiplient des coups dans la profondeur, des coups grâce à leur flotte de drones à longue portée. Donc ils attaquent des cibles, des dépôts, des bases aériennes, des dépôts de carburant, que ce soit des dépôts de carburant directement à l'arrière des forces russes, ce qui contribue à ralentir le fonctionnement de la machine de guerre russe, ou plus stratégiquement en profondeur sur les sites d'hydrocarbures. C'est très loin. Je regarde Google, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin Google Viadeo, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. De Kiev à Kirov, il y a quand même 1800 km. Oui, on est peut-être sur le record de distance. Il y avait Mourmansk aussi, qui est pratiquement la même distance. De la même façon, ils sont montés jusqu'à Mourmansk, c'est aussi 1800 km. Oui, c'est ça. Donc ils peuvent frapper loin. À partir du moment où vous frappez sur 1800 km, vous pouvez toucher pratiquement n'importe quelle cible dans la Russie d'Europe. Ça veut dire demain, pour être très précis, puisqu'on va en arriver là, on va entendre là-dessus le président tchèque qui dit oui, allez-y pour les F-16, il pourrait le faire en F-16. Oui, alors je précise d'abord qu'il n'y a pas besoin d'aller sur le sol, dans le ciel russe,
pour que les F-16 soient efficaces. Ils peuvent, depuis l'Ukraine, ils ont des missiles en RR anti-aériens qui peuvent taper à 120 km, ils peuvent défendre le ciel depuis l'Ukraine, ils peuvent frapper aussi sur la bordure jusqu'à une cinquantaine de kilomètres, disons, voire un peu plus avec des missiles à partir de l'Ukraine, mais s'ils peuvent aller un peu plus loin, ils peuvent frapper à l'intérieur du territoire russe. Particularité, et je précise juste, c'est que la différence avec les frappes que l'on voit à partir de drones, c'est qu'un drone, ça porte 40-50 kilos d'explosifs, grand maximum. C'est ça la vraie limite. Donc il y a quand même une grande différence. Avec F-16, oui, vous pouvez balancer des centaines de kilos d'explosifs. Qu'on le souhaite ou non, ça chacun est libre de son analyse politique, mais arriver en F-16 à 1800 km à l'intérieur de la Russie ou arriver en drone... C'est loin quand même. C'est loin, il faut pénétrer dans toutes les défenses aériennes russes. Ils n'iraient pas forcément aussi loin, mais... ils peuvent, oui, frapper à l'intérieur. Et ça n'a pas le même sens, Colin Goya. Ça n'a pas le même sens. Évidemment, ça n'a pas le même sens, ni politique, ni militaire, d'aller en F-16 à 1800 km à l'intérieur de la Russie ou d'aller avec un petit drone. C'est pas le même sens parce qu'il y a un humain à bord. En fait, c'est ça le truc. C'est à partir du moment où vous avez des hommes, ça n'a plus du tout le même sens. Maintenant, à la place du F-16, vous mettez un missile. Les Ukrainiens sont en train de développer le Mir-2, qui est un vrai missile balistique et qui porte évidemment une charge beaucoup plus importante que des drones. C'est pas si vous faites la même chose en missile, on dira rien, quoi. Mais vous faites la même chose avec un avion F-16, vous faites exactement la même mission, mais il y aura un individu et ça porte beaucoup plus. On voit bien d'ailleurs avec cette opération à Koursk, c'est le fait qu'il y ait des humains, qu'il y ait des soldats ukrainiens qui plantent des drapeaux sur le sol russe, qui est vraiment qui marque vraiment les esprits, qui a un impact politique. La région entière est en train de s'armer, de se surarmer. Regardez ces images, elles sont faites pour être un peu grandiloquentes. C'est la Pologne qui a acquis des F-35 américains en nombre. Alors ça, c'est le clip de Lockheed Martin, on peut peut-être l'entendre d'ailleurs. Lockheed Martin qui fait une sorte de publicité pour ces avions vendus à la Pologne. Oui. Voilà. Évidemment, ce sont des avions américains. Est-ce que les États-Unis ici sont en train de réussir ce que l'Europe rate ? D'une certaine façon, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut regretter que la Pologne n'achète pas européen, tout simplement. Et les Allemands font la même chose, d'ailleurs. Et achètent américain. En fait, ils achètent ce qui est disponible immédiatement. Donc les Polonais vont acheter par exemple des matériels sud-coréens, des chars K2 qui sont des copies du Leclerc, mais ils achètent surtout américains et les Allemands aussi achètent surtout américains. Donc les Américains font de bonnes affaires, incontestablement. Les Polonais font face, ils considèrent qu'il y a une urgence. Donc ils préfèrent avoir des F-35 tout de suite que éventuellement des Rafales qui en mettra beaucoup plus de temps à produire, mais qui, au passage, le F-35, c'est très bien, les Israéliens l'utilisent beaucoup, mais il pose quand même un certain nombre de problèmes au passage. Il s'appelle le F-35, son nom c'est le Lightning, l'éclair. Ouais. Le petit problème c'est qu'il ne peut pas voler en cas d'orage. Parce que c'est trop compliqué. Le colonel français qui donne un petit coup sur le coup des avions américains. Vous avez raison, faites-vous plaisir quand même. Voilà. Non, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la Pologne, oui, s'arme, s'équipe. Elle sera très bientôt la première armée, au moins la première armée de terre d'Europe, force terrestre d'Europe, incontestablement, à un moment où d'autres pays comme nous, finalement, on s'aperçoit, hésitent un petit peu. Vous avez la fibre historienne, et quand on s'arme à ce point, et si vite, est-ce qu'on va à la guerre ? Pas forcément, au contraire, le but c'est peut-être de l'éviter. Je rappelle que pendant la guerre froide, on était un peu obligé de s'armer, de s'équiper très fortement. L'endroit le plus militarisé au monde, c'était l'Allemagne de l'Ouest, où il y avait des corps d'armée complets, américains, français, qui étaient là, pour éviter justement, pour dissuader en tout cas l'Union soviétique de nous attaquer. Sans ces forces-là, l'Union soviétique nous aurait très certainement attaqués.